Harry Potter et les méthodes de la rationalité, chapitre 111. Échec, partie 1. Le Seigneur des Ténèbres riait. Le rire fou du professeur de défense venait de nulle part. Si flûté, si terrible, c'était le rire de Voldemort à présent, le rire du Seigneur des Ténèbres, sans dissimulation, sans retenue. L'esprit de Harry était en piteux état. Son regard ne quittait pas l'endroit où s'était trouvé Albus Dumbledore. Le sentiment d'horreur en lui était trop immense pour qu'il puisse comprendre, pour qu'il puisse réfléchir. Son esprit n'avait cesse d'essayer de remonter le cours du temps, d'annuler la réalité, mais ce genre de magie n'existait pas, et la réalité demeurait. Il avait perdu. Il avait perdu Dumbledore. Il n'y aurait pas de seconde chance, et cela signifiait que la guerre était aussi perdue. Et le Seigneur des Ténèbres continuait à rire. Ah 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 ah. Professeur Dumbledore! Ah, professeur Dumbledore, quelle fin appropriée à notre jeu! Un autre éclat de rire. Le mauvais sacrifice, même à la fin, car la pièce que tu as tout abandonnée pour sauver est déjà entre mes mains. Le mauvais piège depuis le début, car j'aurais pu abandonner ce corps n'importe quand. Ha! Tu n'as jamais appris la ruse, pauvre vieil imbécile! Vous. Une voix émergea de la gorge de Harry. Vous. Mais oui, petit enfant, si tu m'as accompagné dans cette aventure, c'était pour être mon otage. C'était le seul but de ta présence ici. Il te manque des décennies pour pouvoir jouer à ce jeu contre le véritable Tom Jedusor, petit. Le Seigneur des Ténèbres ôta sa capuche de sa tête et elle redevint visible. Il commença à enlever le reste de la cape. Et maintenant, petit, tu m'as aidé, tu m'as bien aidé, et il est donc temps de ressusciter ton ami enfant-fille, pour tenir parole. Le sourire du Seigneur des Ténèbres était froid, très froid. J'imagine que tu as des doutes. Rends-toi bien compte que je pourrais te tuer sur le champ, car il n'y a plus de directeur à Poudlard pour s'en rendre compte. Doute de moi tant que tu veux, mais souviens-toi de ça. Sa main tenait à nouveau le pistolet. Maintenant, viens avec moi, enfant insensé. Et ils partirent. Ils repartirent par la porte qui menait à la salle des potions, et le Seigneur des Ténèbres bannit le feu pourpre à nouveau embrasé d'un mouvement de baguette. Ils traversèrent les chambres où s'étaient trouvés l'épouvantard, les pièces d'échecs en morceaux et celles aux clés calcinées. Le Seigneur des Ténèbres l'évita jusqu'à la trappe et Harry monta tant bien que mal à sa suite le long de l'escalier de feuilles en spirale, les tiges du filet du diable comme apeurées sous ses pieds. Le survivant faisait de son mieux pour ne pas éclater en sanglots et ses motifs de pensées obscures ne l'aidaient pas, peut-être parce que Voldemort n'avait jamais connu la culpabilité. Ils dépassèrent l'immense Inferi à trois têtes qui, d'un murmure du Seigneur des Ténèbres, s'écroula sur la trappe et redevint un cadavre. Ils dépassèrent Severus Rogue qui montait la garde et qui leur dit à tous deux que c'était ce qu'ils faisaient, et qu'ils devaient partir, sans quoi il enlèverait de points de maison. Le Seigneur des Ténèbres dit Yakujuk Montauk sans marquer d'arrêt et agita vivement sa baguette. Severus vacilla avant de se redresser, comme mort, et de se placer de nouveau devant la porte. Qu'est-ce que... dit Harry en le suivant. Qu'est-ce que vous avez... Seulement mon devoir, envers mon fidèle serviteur. Je ne le tuerai pas, comme je te l'ai promis. Le Seigneur des Ténèbres rit à nouveau. Les otages, dit Harry. Il avait du mal à garder une voix neutre. Les élèves vous avaient dit que vous alliez annuler ce qui va les tuer. Oui, cesse de t'en soucier. Nous le ferons en sortant. En sortant? Nous partons, petit. Le Seigneur des Ténèbres souriait toujours. Ses nouvelles inquiétudes furent noyées dans un océan d'émotions négatives. Le Seigneur des Ténèbres consultait maintenant ce qu'il avait appelé la carte de Poudlard. Les lignes manuscrites à sa surface semblaient se déplacer à mesure qu'ils avançaient. Une partie de l'esprit de Harry, qui avait envisagé des plans au cas où il croiserait une patrouille d'aurore, que le Seigneur des Ténèbres pouvait tuer ou oublier en un instant, perdit espoir elle aussi. Ils descendirent le grand escalier du deuxième étage sans rencontrer personne. Le Seigneur des Ténèbres tourna dans un couloir inconnu de Harry et descendit d'autres escaliers. Alors qu'ils descendaient d'étage en étage, des torches remplacèrent les fenêtres. Ils étaient à présent dans les donjons de Serpentard. Devant eux, la silhouette d'une personne habillée en robe de Poudlard apparut. Le Seigneur des Ténèbres continua d'avancer vers cette personne. Harry le suivit. Une Serpentard en sixième ou septième année attendait à l'angle d'un mur décoré d'une belle gravure de Salazar Serpentard, maniant sa baguette contre ce qui ressemblait à un géant recouvert de stalactites. La sorcière ne commenta ni la posture droite du professeur Quirrell, ni la présence de Harry, ni celle d'une arme à feu dans la main du professeur de défense. Si elle avait le regard vide, Harry n'arrivait pas à le voir. Le Seigneur des Ténèbres plongea une main dans ses robes, en sortit une noise et la lui jeta. Claudia Alicia Tabor, voici mes ordres. Porte cette noise au cercle magique que je t'ai montré sous les gradins de Quidditch et place-la au centre de celui-ci, puis fais-toi oublier les 6 dernières heures. Oui, Seigneur, dit la sorcière avant de s'incliner et de partir. Je pensais, dit Harry, je pensais que vous aviez besoin de la pierre pour... Le Seigneur des Ténèbres souriait toujours. Il n'avait jamais cessé de le faire. Je n'ai pas dit ça en fourche-langue, petit. Tout ce que j'ai dit en fourche-langue, c'est que j'avais mis en place un plan destiné à tuer les élèves et que je l'interromprais si j'obtenais la pierre. Le reste était en langue humaine. J'aurais aussi interrompu le sacrifice de la forteresse de sang si je n'avais pas obtenu la pierre, du moment que j'étais libre de mes mouvements et toujours sous couverture.
Les élèves de Poudlard sont une importante ressource que j'ai passé longtemps à entraîner. Puis le Seigneur des Ténèbres siffla à l'adresse du mur. Ouvre-toi. Les yeux de Harry virent le petit serpent placé en haut à gauche de la gravure lorsque les murs pivotèrent lentement vers l'arrière et révélèrent l'entrée d'un immense tunnel circulaire. De la mousse poussait le long de ses parois, et une odeur de poussière et de moisie s'en dégageait. L'intérieur était aussi recouvert de multiples couches de toiles d'araignées. Des araignées, murmura le Seigneur des Ténèbres. Il soupira et l'espace d'un bref instant ressembla plus au professeur Quirrell. Le Seigneur des Ténèbres s'avança dans l'immense tuyau. Les toiles brûlaient devant lui. Harry ne voyait pas d'autre possibilité, le suivit. Le tuyau forma un Y une fois, puis une autre. Le Seigneur des Ténèbres alla à gauche, puis à droite. Le tuyau déboucha sur un mur de métal. Ouvre-toi, siffla le Seigneur des Ténèbres, et le métal se fêla avant de se replier sur lui-même. Le tuyau donnait au beau milieu d'un long tunnel de pierre. Nous allons marcher un moment, dit le Seigneur des Ténèbres. Avais-tu d'autres questions pour moi, enfant? Aucune ne me vient à l'esprit, pour l'instant. Un autre rire froid lui répondit, et ils s'avancèrent dans le tunnel, prenant à droite. Il ignora et il ne sut jamais combien de temps ils marchèrent. La lumière d'étoiles en train de brûler était trop faible pour éclairer sa montre mécanique, et il n'avait pas pensé à regarder l'heure avant d'entrer. Il eut l'impression qu'ils marchèrent plusieurs kilomètres de souterrain. L'esprit de Harry essaya lentement de se remettre une dernière fois. Il était fort probable que ce soit la dernière, s'il avait raison en songeant que le Seigneur des Ténèbres comptait le tuer ensuite. Mais le Seigneur des Ténèbres avait dit qu'il ressusciterait Hermione, ce qui semblait dans ce cas inutile. Était-ce simplement qu'il tenait une promesse qu'il n'aurait autrement pas pu faire en fourche-langue? Mais pourquoi ne pas avoir tué Harry? Sérieux, dit la dernière partie de son cerveau encore en état de marche à l'intention de toutes les autres. Ce serait vraiment le moment d'avoir une idée que le Seigneur des Ténèbres n'a pas encore eue, quelque chose qu'on peut faire avec notre bourse, notre baguette ou notre retourneur de temps, quelque chose que le professeur Quirrell ne pense pas qu'on peut faire. Réfléchis, réfléchis, s'il te plaît, trouve quelque chose. Ne tombe pas en panne maintenant, même si tu as peur, même si on n'a jamais vraiment fait face à la mort. Pas au sens de n'avoir plus qu'une heure à vivre. Ce n'est pas le moment de tomber en panne. L'esprit de Harry resta vide. Supposons, dit la dernière partie encore debout. Supposons que nous avons gagné, ou du moins qu'on en est sorti vivant. Si quelqu'un t'annonçait le fait que tu t'en étais sorti vivant, ou même que tu avais gagné, que tu avais réussi à tout arranger, que penses-tu qu'il se serait passé? Procédure invalide, murmura Serdaigle. L'univers ne fonctionne pas comme ça. On va juste mourir. Quelqu'un se rend compte qu'on est absent, se dit Poufsouffle, et Maugrey Folleuil arrive avec une équipe d'aurore pour nous sauver. Je pense que c'est le moment d'admettre qu'on n'est pas plus compétent que les autorités. Ce qui nous sauve doit venir de nous, dit la dernière voix. Sinon, ça ne sert à rien d'y réfléchir. Deuxième problème, dit Gryffondor, Harry n'est pas absent, il est au match de Quidditch, et tout le monde peut le voir. Le professeur Quirrell a pensé à ça aussi, c'est pour ça qu'il a envoyé un faux message. Troisième problème, je ne pense pas que Maugrey Folleuil et une équipe d'aurore puissent battre le Seigneur des Ténèbres, et certainement pas avant qu'il ne nous tue. Je ne suis pas sûr que tous les départements de justice magique réunis puissent battre le Seigneur des Ténèbres s'il s'y met sérieusement. Et Dumbledore est parti. Quatrième problème, le match de Quidditch s'est déroulé sans encombre, et c'est probablement la seule raison pour laquelle le professeur Quirrell a été prêt à exécuter un plan aussi compliqué. Dans un autre genre, se hasarda Serpentard, peut-être que le professeur Quirrell va demander à quelqu'un d'autre de nous faire perdre la mémoire. Legilimency, Imperius, Confundus, qui sait, nous ne sommes pas un occlumence parfait, et il aurait alors un lieutenant intelligent, enfin plus ou moins intelligent, à son service. Ça pourrait aussi expliquer pourquoi le professeur Quirrell avait tant envie de nous dire ses secrets, puisqu'il savait qu'on allait perdre la mémoire. C'est aussi une raison de sortir de l'enceinte de Poudlard, pour qu'il puisse appeler Bellatrix et qu'elle fasse le travail. Tout ce raisonnement est invalide, et je refuse d'y participer, dit Serdaigle. Quelle magnifique dernière parole, dit la dernière voix. Maintenant ferme-la et réfléchis. Harry marchait sur un sol de pierre brute. Ses chaussures s'enfonçaient parfois dans de la mousse ou glissaient presque sur une surface courbe. Les neurones dans son cerveau, qui continuaient de s'allumer, imaginaient des voix qui se parlaient, qui se criaient dessus, pendant que celui qui écoutait demeurait anesthésié par l'horreur et la honte. Gryffondor et Poufsouffle débattaient sur un plan suicide consistant à foncer sur le pistolet du Seigneur des Ténèbres ou à avaler le petit caillou au doigt de Harry. Est-ce qu'il valait mieux pour le monde que le Seigneur des Ténèbres n'ait pas Harry en esclavage mental? Si le Seigneur des Ténèbres allait gagner, peut-être qu'il valait mieux que ça se fasse rapidement. Et la dernière voix continuait de parler à travers tout ceci. Même au plus profond de l'échec, la dernière voix demeurait. Qu'est-ce que le Seigneur des Ténèbres a toujours dit en langue humaine et jamais en fourche-langue? Est-ce qu'on s'en souvient? N'importe quoi, juste un mot. C'était trop lointain, alors même que cela avait eu lieu aujourd'hui. Le Seigneur des Ténèbres lui avait dit à l'instant en fourche-langue qu'il était temps de ressusciter Hermione, puis avait poursuivi en langue humaine. Et Harry pouvait à peine se souvenir de ce qu'il venait d'être dit. Avant ça, il y avait eu le cercle de dissimulation quand le professeur Quirrell avait sifflé que la barrière exploserait si ça la touchait. Et le professeur de défense avait dit en langue humaine de ne pas enlever la cape, de ne pas traverser le cercle. Il avait dit en langue humaine que la résonance pourrait ensuite le toucher lui, mais que Harry serait déjà mort. Il avait dit en langue humaine que si Harry touchait sa magie et que le professeur Quirrell ne savait pas comment mettre fin à la résonance, cela les tuerait tous les deux. Supposons que cela ne nous tue pas tous les deux, dit la dernière voix. À Godric Hollow, la nuit d'Halloween, le corps du Seigneur des Ténèbres a brûlé et on n'en a eu qu'une cicatrice sur le front.
Supposons que la résonance entre nous est plus dangereuse pour le Seigneur des Ténèbres que pour nous, et si pendant tout ce temps on avait pu le tuer simplement en fonçant sur lui et en touchant sa peau, et notre cicatrice se remettrait à saigner, mais ce serait tout. La sensation de non-arrête nous vient du pire souvenir du Seigneur des Ténèbres de son erreur à Godric Hollow, et ne s'applique peut-être pas aux survivants. Une petite note d'espoir monta et fut écrasée. Le Seigneur des Ténèbres peut aussi jeter sa baguette, répondit Serdaigle d'une voix morne. Le professeur Quirrell peut prendre sa forme d'animagus. Même s'il meurt, le Seigneur des Ténèbres possédera quelqu'un, reviendra et il torturera nos parents pour nous punir. On pourrait retrouver nos parents à temps, dit la dernière voix. On pourrait les mettre à l'abri. On pourrait prendre la pierre philosophale au Seigneur des Ténèbres en tuant son corps actuel tout de suite. Et cette pierre pourrait être le noyau d'une armée de résistance. Le Seigneur des Ténèbres avançait dans le couloir de pierre. Il avait toujours l'arme en main. Il était au moins à 4 mètres de Harry. Si on lui fonce dessus, il nous sentira venir à travers sa résonance, dit Poufsouffle. Il volera rapidement vers l'avant. Il peut faire ça avec ses enchantements pour balai. Il volera vers l'avant, il se retournera et nous tirera dessus. Il connaît la résonance, il y a déjà pensé. Ce n'est pas le genre de possibilité qui lui aura échappé. Il est prêt et il attend. Pour reprendre l'idée précédente, dit la voix, supposons qu'on puisse lancer des sortilèges sur le professeur Quirrell sans problème, mais que lui ne peut pas nous en lancer. Pourquoi est-ce que ça serait vrai demanda Serdaigle. En fait, on a des raisons de croire que c'est faux. À Azkaban, on a eu l'impression que notre tête se fendait en deux quand la Vada Kedavra du professeur Quirrell a touché notre Patronus. Supposons que c'était sa magie qui partait en vrille. Peut-être que si on lui avait lancé un simple Luminos, rien ne se serait produit. Mais pourquoi dit Serdaigle. Pourquoi supposer ça? Parce que, pensa Harry, ça explique pourquoi le professeur Quirrell ne m'a pas mis en garde à ce sujet à Azkaban. Parce que je ne me souviens pas qu'il m'ait dit en fourche-langue que je souffrirais si jamais j'essayais de lui lancer un sortilège. Il aurait pu me prévenir de ça, mais il ne l'a pas fait, alors qu'il m'a donné beaucoup d'autres avertissements. L'absence de preuve est une faible preuve d'absence. Il y eut un temps mort, pendant lequel Harry considéra cette idée. Nous n'avons pas notre baguette, dit Serdaigle. Peut-être qu'on la récupérera plus tard, pensa la dernière voix. Mais quand bien même, pensa Harry, et le désespoir gris revint. Le Seigneur des Ténèbres connaissait l'existence de la résonance. Il a déjà pensé à tous les usages que je pourrais en faire. Il a déjà prévu toutes les réactions. J'ai fait cette erreur dès le début. Je n'ai pas respecté l'intelligence du Seigneur des Ténèbres. Je n'ai pas pensé qu'il savait peut-être tout ce que je sais, qu'il pouvait voir tout ce que je vois, qu'il avait déjà pris tout cela en compte. Alors, dit la dernière voix, si on a gagné, c'est qu'on l'a eu avec un truc qu'il ignore. Des détraqueurs, proposa Gryffondor. Le Seigneur des Ténèbres sait qu'on peut détruire, repousser et peut-être contrôler les détraqueurs, répondit Serdaigle. Il ne sait pas comment, mais il sait qu'on en est capable. Et de toute façon, où est-ce qu'on irait trouver un détraqueur? Peut-être, suggéra Poufsouffle, que tout le système de Horcrux du Seigneur des Ténèbres se ferait court-circuiter par la résonance si on l'attrapait et qu'on se tenait à lui, qu'on sacrifiait toute notre vie pour le détruire pour toujours. N'importe quoi, répondit Serdaigle, mais j'imagine qu'il n'y a pas de mal à fantasmer un peu avant de mourir, aussi stupide que ce soit. Si Lord Voldemort a assez peur de la mort, continua Poufsouffle, s'il avait suffisamment envie de ne juste plus avoir à penser à la mort, alors le système de Horcrux pourrait avoir ce genre de faille. Il n'a jamais pensé à tester ses Horcrux sur quelqu'un d'autre. Ça pourrait indiquer qu'il n'est pas capable d'y réfléchir sainement. Donc son point faible, c'est sa peur de la mort dit Serdaigle. Désolé, mais non. Je crois que quelqu'un qui a plus de 100 Horcrux n'aurait pas créé un système aussi peu sécurisé. Et le cerveau de Harry continua de réfléchir. Une véritable asymétrie dans la résonance magique qui les unissait, voilà qui semblait improbable. Les faits n'avaient aucune raison de marcher comme cela, mais le retour de bâton magique touchait peut-être le sorcier proportionnellement à sa force, la magie la plus puissante explosait peut-être plus dangereusement. Cela expliquait l'événement de Godric Hollow. Voldemort explose et le bébé survit, aussi bien que celui d'Azkaban. Voldemort sévèrement touché par la force de sa propre magie, survivant en première année, moins touché par sa magie plus faible. Ou bien seule la magie du lanceur de sortilèges résonnait. Cela expliquait aussi les deux observations. Cela pouvait aussi expliquer pourquoi le professeur Quirrell ne s'était pas empressé de dire à Harry de ne lui lancer aucun sortilège. Mais il y avait une autre explication très simple à la réticence du professeur Quirrell à parler de résonance. C'était un indice colossal pour Godric Hollow, et Harry aurait pu faire le lien. La partie de lui qui était anesthésiée par le chagrin et la culpabilité en profita pour remarquer, puisqu'on parlait des choses évidentes, que depuis le jour où les choses étaient devenues sérieuses à Poudlard, ils auraient vraiment dû reconsidérer la décision qu'ils avaient prise le premier jeudi de l'année sur le conseil du professeur McGonagall de ne pas parler à Dumbledore de la sensation funeste que Harry ressentait à proximité du professeur Quirrell. Harry n'avait effectivement pas su à qui faire confiance, et pendant un moment il avait été plausible que Dumbledore soit le méchant et que le professeur Quirrell soit son héroïque opposant. Mais Dumbledore aurait compris. Il aurait compris tout de suite. Le sage vieux sorcier et son vrai phénix auraient tout de suite su, et Harry ne lui avait pas fait confiance. Il ne lui avait pas donné les informations vitales, et la raison n'était autre qu'une pure et simple négligence, celle de ne pas reconsidérer une décision enregistrée 4 jours après le début de l'année. Même après Azkaban, l'étiquette ne pas en parler à Dumbledore avait été là. Même après la mort de Hermione, même après tout le reste, Harry avait simplement oublié de ramener la question dans le domaine conscient, de reconsidérer son choix. Une autre vague de tristesse et de honte se déversa sur Harry. Pendant un moment, il continua sans la dernière voix. D'autres furent heureuses de prendre sa place. Après au moins plusieurs kilomètres et de nombreuses pensées tristes, le tunnel de pierre s'acheva. Le Seigneur des Ténèbres monta quelques escaliers et Harry le suivit. Ils émergèrent dans un bâtiment de pierre noire et humide, de vieilles portes de pierre sale s'ouvrirent sans être touchées.
Devant eux, des plaques de marbre jaillissaient du sol. Sur elles, des noms et des dates. Les tombes étaient éparpillées au hasard, et tout le cimetière était laissé à l'abandon. La lune au-dessus d'eux était aux trois quarts pleine, déjà brillante avant même la tombée de la nuit. Harry s'était arrêté en voyant le cimetière. Il y avait une alarme stridente dans son cerveau qui lui disait d'être n'importe où sauf ici, mais il ne voyait pas comment accomplir cela. L'alarme continua donc, alors que derrière Harry, les portes du mausolée se refermaient et se scellaient de nouveau. Le professeur Quirrell arriva au centre du vétuste cimetière. Il s'arrêta de marcher et fit un petit geste circulaire au-dessus de sa tête, baguette en main. Il y eut un grondement, et un autel émergea doucement du sol, d'au moins 2 mètres de large, de pierres noires couvertes de runes grises. Autour de l'autel surgirent 6 obélisques de marbre noir, disposés à intervalles réguliers. Ils scintillaient sombrement sous le ciel crépusculaire. La vaine alarme dans le cerveau de Harry devint plus forte. Ceci, dit le Seigneur des Ténèbres, à la façon du professeur Quirrell, est un plan de travail que je me suis fait, accessible depuis Poudlard et Préolard. Le Seigneur des Ténèbres tendit une main vers l'autel. C'est là que Mademoiselle Granger vivra à nouveau, et aussi là que je renaîtrai dans mon vrai corps. Je vais me reconstruire d'abord, évidemment, magie pour ressusciter fille enfant plus simple avec vrai corps. Un étrange rire serpentin accompagna ces mots. Sois assuré que même si résurrection de fille-enfant peut être considérée comme magie noire, fille-enfant ne souffrira pas, ne sera pas rendue laide. Elle ressemblera à elle-même, son esprit sera le sien, et ni moi ni les miens ne lui feront de mal ensuite. Harry avait la bouche sèche, et son esprit avait du mal à fonctionner. Professeur, s'il vous plaît, pourriez-vous me dire en fourche-langue la véritable raison pour laquelle vous ressuscitez Mademoiselle Granger? Pour te rendre les conseils et la prudence d'amis enfants, pour assurer que tu te soucies d'un monde où elle se trouve. Ceci, petit, est ma principale raison d'agir. Un nouveau rire de serpent accompagna ces mots, évoquant la sardonique compréhension de quelque vaste ironie. Une petite étincelle noire s'embrasa en Harry, accompagnée d'une bien plus grande note de confusion, de la peur qu'un occlumence parfait soit en fait capable de mentir, en fourche-langue. Harry ne comprenait pas pourquoi le Seigneur des Ténèbres faisait cela si son prochain coup serait de tuer le survivant ou d'en faire son esclave. Peut-être n'avait-il simplement jamais compris le professeur Quirrell. Peut-être que le modèle que Harry avait de Tom Jedusor était à ce point mauvais. Peut-être que le survivant serait oublié de cette journée et largué quelque part avec une Hermione Granger désorientée, pendant que Lord Voldemort continuerait sa conquête du monde. L'espoir flamba en Harry, mais c'était un espoir embrouillé qui n'avait pas de sens. Cela ne correspondait pas au Seigneur des Ténèbres qui s'était moqué de Dumbledore, avait ri de sa défaite. Harry ne trouvait aucun ensemble de motivation qui expliquait les actes du professeur Quirrell. Je ne sais pas ce qui doit se passer ensuite. Le Seigneur des Ténèbres s'était avancé vers l'autel, il s'y agenouilla et sembla plonger sa main dans la pierre de l'autel lui-même pour en extraire une fiole d'un liquide qui, sous la lumière du crépuscule, semblait noir. Lorsque le Seigneur des Ténèbres parla à nouveau, sa voix fut précise, saccadée. Du sang, du sang, du sang si sagement caché, dit-il. Et les obélisques autour de l'autel se mirent à chanter en chœur, des voix émanant de la pierre immobile, des cadences plus anciennes que le latin. Apocatatesi, apocastateti. Apocastateti tosomamu emai. Apocastateti, apocastateti, apocastateti tosomamu emai. Le chant des obélisques se faisait écho à chaque phrase, comme s'il n'était pas synchrone. Du sang de la fiole fut versé, et il sembla couler sans toucher l'autel, s'étendre lentement dans les airs, adopter une forme. Apocastateti, apocastateti tosumamu emoi. Apocastateti, apocastateti, apocastateti tosumamu emoi. Une grande silhouette reposait sur l'autel et même dans le crépuscule, elle semblait trop pâle. Le professeur de défense plaça sa main dans ses robes et en sortit un petit fragment irrégulier de verre rouge. Il le plaça sur le grand corps pâle. La pierre demeura là un moment, au moins quelques minutes. Le morceau de verre rouge irrégulier n'émit ni éclair ni lueur, ne donna aucun signe de pouvoir. Puis la pierre bougea juste un peu. Elle tourna sur le corps. Le professeur de défense remit la pierre dans ses robes et toucha la grande silhouette qui gisait sur l'autel. Il toucha ses yeux de ses doigts, toucha sa poitrine de sa baguette, puis il rejeta sa tête en arrière et rit. Incroyable, dit le Seigneur des Ténèbres de la voix du professeur de défense que Harry avait reconnu. Permanente, sa forme est permanente, une simple apparence donnée par la magie devient la véritable substance dès que la pierre la touche. Et je n'ai rien senti, rien, je croyais avoir été dupé, avoir obtenu une fausse pierre, mais la substance résiste à tous mes tests. Le professeur de défense glissa de nouveau le morceau de verre dans ses robes. J'admets que c'est profondément étrange, même pour moi. Puis le professeur de défense tourna autour de l'autel, 5 fois en chantant trop bas pour que Harry entende. Il plaça sa baguette sur la main de la silhouette allongée sur l'autel, il plaça ses 2 mains sur le front du corps, puis le Seigneur des Ténèbres parla. Fal, Thor, Pan. Sans avertissement, une lueur vive comme un éclair inonda tout le cimetière. Harry fit un pas en arrière, ses mains touchèrent instinctivement son front. Il avait l'impression qu'on lui avait tiré dessus, ou qu'une abeille avait piqué sa cicatrice. Le professeur de défense s'effondra, et la silhouette trop grande se redressa sur l'autel. Il pivota également et se mit debout. Il faisait au moins une tête de plus qu'un homme normal. Ses membres étaient fins,
pâle, sans muscles, mais il semblait receler une terrible force. Harry fit un autre pas vacillant en arrière, ses mains toujours sur sa cicatrice. Même s'ils étaient loin l'un de l'autre, Harry sentit une terrifiante appréhension emplir l'espace comme si la sensation funeste avait toujours été floue et venait de devenir nette, de se concentrer en une douleur physique située dans la cicatrice de Harry. Est-ce que Dumbledore était censé ressembler à ça? Le nez avait l'air. Il avait l'air d'avoir subi une défaillance pendant la résurrection. La silhouette trop grande renversa sa tête en arrière et rit en levant les mains et sa baguette pour mieux les observer. Sa main gauche s'ouvrit grand. Elle était pâle comme une demi-araignée avec 4 pattes trop grandes. Ses doigts caressaient la baguette tendue dans son autre main. Des feuilles se soulevèrent au sol du cimetière, s'approchèrent pour danser autour de la silhouette trop grande, l'entourèrent, la vêtirent, prirent la forme d'une chemise à col montant et de robe. Et Lord Voldemort riait toujours, exactement le rire sans joie que Harry s'était souvenu entendre émaner de sa propre gorge dans le cauchemar du détraqueur, précisément de ce ton, de ce timbre. Des yeux rouges brillaient dans le crépuscule, leurs pupilles fendues comme celles d'un chat. Le corps que Voldemort avait abandonné se releva, tremblant, et d'une voix que Harry pouvait à peine entendre, Quirinus Quirrell haleta « Libre, oh libre !» Stupéfixe, dit la voix froide et flûtée de Voldemort, et Quirinus Quirrell fut projeté au sol, puis d'un mouvement de son autre main, il fut soulevé et envoyé loin de l'autel. Voldemort s'éloigna de l'autel, puis il se retourna et regarda Harry. La douleur dans sa cicatrice s'embrasa. « Effrayé, petit !» siffla Voldemort, et on aurait dit que le fourche-langue sous-tendait même la parole humaine du Seigneur des Ténèbres. « Bien, place la fille sur l'autel et mets fin à la métamorphose. Il est temps de la ressusciter. »« C'est vrai ? On va vraiment le faire ?» Harry déglutit et maîtrisa sa peur grâce à cet impossible espoir entouré de confusion. Il marcha vers l'autel, puis enleva sa chaussure gauche, sa chaussette gauche et l'anneau de pied qu'était Hermione Granger. La forme métamorphosée était identique au porte-loin d'urgence qu'on lui avait donné. Il eut un pincement de regret de ne pas avoir le véritable porte-loin, mais seulement un pincement. Si Severus avait dit vrai, les mange-morts haut placés mettaient souvent en place des barrières contre les porte-loin. Derrière Harry, Voldemort rit à nouveau, un rire appréciateur et surpris. « J'ai besoin de ma baguette pour lancer Finité Incantatem, » dit Harry. « Non !» La voix aiguë était cruelle. « Tu as appris à maintenir une métamorphose par le toucher sans utiliser de baguette. Tu peux aussi mettre fin à ta propre métamorphose sans baguette, en ordonnant à ta magie de s'écouler. Fais-le maintenant. » Harry déglutit et toucha l'anneau de pied. Il dut s'y reprendre 3 fois et vider son esprit avant de parvenir à pousser la magie hors de l'anneau, comme il y avait doucement fait entrer. Le sortilège prit fin beaucoup plus lentement, comme pour un Finité Incantatem, comme si une métamorphose accélérée avait lieu à l'envers. L'anneau se tordit, ondula, grandit, les couleurs et les textures changèrent. 2 tiers d'une fille morte gisaient sur l'autel, sur le flanc, un bras pendant au bord de l'autel dans la position où les hasards du processus d'inversion de la métamorphose l'avaient placé. Le sang ne coulait plus des moignons mâchonnés de ses cuisses. La fille morte avait le visage de Hermione Granger, mais tordu, pâle. Elle était comme Harry l'avait vue dans l'hôpital. C'était l'image qui avait été gravée au fer rouge dans son cerveau pendant les 30 longues minutes de métamorphose. L'image qu'il avait reproduite pendant les 4 heures, encore plus longues, nécessaires à la métamorphose du leur. La fille morte était nue, car ses vêtements ne faisaient pas partie d'elle et n'avaient pas été métamorphosés. Cette vue fit remonter des souvenirs des heures passées dans l'infirmerie, des cauchemars qui avaient suivi et qu'il avait réprimés. « Éloigne-toi, dit la voix aiguë de Voldemort. C'est à mon tour maintenant. » Harry églutit et s'écarta de l'autel vers l'entrée du long couloir où il s'était tenu plus tôt. Son corps devrait être à 5 degrés Celsius. Je l'ai refroidi pour qu'il n'y ait pas de lésion cérébrale. La voix de Harry passait d'un octave à l'autre. Il va vraiment faire ça? Vraiment? Il devrait y avoir un piège, mais lequel? Voldemort avait dit que ni lui ni les siens ne feraient de mal à Hermione, que son esprit et son corps seraient siens. Pourquoi? Voldemort s'avança à nouveau vers l'autel et redressa le corps d'un geste de la main. Le Seigneur des Ténèbres parla d'un ton monotone et précis. Cher, 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 si sagement caché. Les obélisques chantèrent à nouveau. Apocatestati, apocatestati, tosumamu emoi. Apocatestati, apocatestati, tosumamu emoi. De la chair repoussa des moignons de ses cuisses, suinta comme de la vase et se solidifia. Les obélisques cessèrent leur chant, un corps nu entier gisait sur l'autel. Il ne ressemblait pas à Hermione. Une Hermione Granger aurait été debout, aurait parlé, aurait porté son uniforme de Poudlard. Voldemort leva une main puis siffla, comme agacé. Après un geste violent, la moitié des robes qui entouraient le corps endormi de Quirinus Quirrell furent détachées, déchirées. Sa cravate violette et verte fut déchiquetée, sa veste attirée vers Voldemort. Une partie de Harry tressaillait, comme s'il venait de voir le Seigneur des Ténèbres attaquer le professeur Quirrell.
Voldemort plongea sa main dans sa veste, qui eut un soubresaut, comme si quelque chose venait d'être brisé. Puis il jeta vivement la veste au sol et déversa son contenu. La bourse de Harry tomba, ainsi que son retourneur de temps, un balai, le pistolet de Voldemort, la cape et plusieurs amulettes, anneaux et appareils étranges que Harry ne reconnut pas. Et enfin un morceau de verre rouge qui fut déposé sur Hermione Granger et laissé là un moment. Plusieurs minutes s'écoulèrent. Le Seigneur des Ténèbres enfila une amulette tirée d'un tas d'objets à côté de l'autel. De ce tas, Voldemort prit aussi 4 courts bâtons de bois équipés de sangles, qu'il attacha par-dessous ses robes. Il se fixait apparemment aux avant-bras et aux cuisses. Le Seigneur des Ténèbres s'éleva dans les airs, alla à gauche, à droite, en haut, en bas, légèrement vacillant au début, puis son vol devint plus stable. Le morceau de verre rouge pivota légèrement. Le Seigneur des Ténèbres redescendit jusqu'au sol et toucha le corps de Hermione Granger avec sa baguette. Il y a un obstacle, siffla Voldemort. Harry s'était tellement attendu à une trahison ou à un échec que la confirmation ne fut qu'un choc sourd, sans violence. Quel obstacle? Corps de fille restauré, substance réparée, mais ni magie ni vie. C'est le cadavre d'une moldue. Voldemort se détourna de l'autel et se mit à faire les 100 pas. La version complète du rituel résoudrait cela, mais cela prendrait du temps et le sang de l'ennemi de Granger, et je ne pense pas que Draco Malfoy fasse toujours l'affaire, pas plus que je ne peux prendre mon propre sang contre ma volonté. Idiot. La voix de Voldemort était devenue un sourd sifflement. Idiot, j'aurais dû le prévoir et me préparer. Je connais assez la médecine moldue pour savoir que son cerveau se réveillera peut-être grâce à un choc électrique, mais sa magie lui reviendrait-elle? Je ne sais pas, et je pense que si elle se réveille moldue, elle le sera pour toujours. Mais je n'ai pas de meilleure idée. Le Seigneur des Ténèbres leva sa baguette. Attendez, lâcha soudain Harry. Il sentit l'espoir remonter. Elle a besoin d'une étincelle de vie et de magie, juste d'une étincelle pour la relancer. Voldemort se tourna pour le regarder. Le visage de serpent parut assez surpris. Je crois que j'ai quelque chose qui pourrait marcher, siffla Harry. Besoin de baguette, pas l'intention de l'utiliser contre vous. Harry ne dit rien quant à la possibilité que ses intentions changent. Il avait simplement dit son idée assez vite pour ne pas avoir encore formé d'intention spécifique. Alors là, siffla Voldemort, j'aimerais bien voir ça. Le Seigneur des Ténèbres tendit la main vers le tas d'objets à côté de l'autel et en sortit la baguette de Harry, enrobée dans du tissu. Elle fut jetée, glissa dans les airs et tomba aux pieds de Harry. Puis le Seigneur des Ténèbres et le tas d'objets le suivit, en glissant. Harry sortit sa baguette et s'avança. On a notre baguette, c'est la première étape, dit la dernière voix, la voix de l'espoir. Aucune partie de Harry ne savait ce que la deuxième étape pourrait être, mais au moins la première étape avait été accomplie. Et Harry se tint devant le corps réparé de Hermione Granger, toujours nue et morte, sur un autel à la lumière du crépuscule. Lord Voldemort, dit Harry, je vous en prie, donnez-lui quelques vêtements, cela pourrait m'aider. Accordé, siffla Voldemort. La douleur de la cicatrice de Harry se réveilla quand le corps nu de la fille s'éleva, puis s'intensifia à nouveau quand des feuilles mortes dansèrent autour d'elle et qu'elle fut soudain vêtue d'un faux uniforme de poudlard aux bordures vertes plutôt que bleues. Ses mains se joignirent sur sa poitrine, ses jambes se tendirent et son corps redescendit doucement. Harry la regarda, se concentra sur elle, maintenant qu'elle ressemblait à nouveau à une humaine. Elle a l'air de dormir, pas d'être morte. Il dut faire un effort pour chercher à conserver sa respiration, constater son absence et faire la déduction. Au premier abord, elle aurait aussi bien pu être en vie. Il semblait acquis que Hermione Granger n'aurait pas approuvé cette situation dans son ensemble. Cela ne signifiait pas pour autant que toute chose étant égale par ailleurs, ce qui n'était pas forcément le cas, elle aurait préféré être morte plutôt que vivante. Parce que tu veux vivre, parce que je crois sincèrement que tu voudrais vivre. Harry tendit une main gauche tremblante et toucha le front de Hermione. Il avait maintenant une certaine tiédeur, pas la froideur de 5 degrés Celsius. Soit Voldemort avait restauré sa température corporelle habituelle, soit le rituel avait fait automatiquement. Ce qui, maintenant qu'il y songeait, signifiait que le cerveau de Hermione était en ce moment à la fois chaud et privé d'oxygène. Ce nouveau sentiment d'urgence lui suffit. Les pieds de Harry adoptèrent la posture habituelle. Sa baguette se leva, se dirigea vers le cadavre de Hermione. La seule chose qui n'allait pas chez elle, c'était sa mort. Tout le reste allait bien. Il n'y avait qu'une seule chose à changer. Tu n'es pas bienvenu ici, mort. Expecto hurla Harry en sentant la magie et la vie alimenter le sortilège du Patronus. Patronum. La fille en uniforme de Poudlard fut entourée d'une étincelante aura de feu argenté lorsque le Patronus naquit en elle. Harry vacilla et il sentit un creux. Une morsure. Son intuition ou les souvenirs de Tom Jedusor lui dirent que ni la vie ni la magie qui venait de passer à Hermione ne lui reviendraient jamais. Ça avait été ni toute sa vie ni toute sa magie, loin de là, car il n'avait pas eu le temps d'en user autant, mais ce qu'il venait de perdre était parti pour toujours. Et Hermione Granger respirait au rythme du sommeil, d'inhalations et d'exhalations rythmées. Le ciel crépusculaire était devenu plus sombre, si bien que Harry ne vit pas si ses couleurs lui étaient revenues, mais cela aurait dû être le cas, c'était presque certain. Elle avait l'air de dormir paisiblement, et ce n'était pas parce que la mort ressemblait au sommeil, c'était parce qu'elle dormait, et son corps allait bien, et rien ne la faisait souffrir. Une partie de Harry, la partie qui était parvenue à se taire un peu plus tôt, fit doucement remarquer qu'ils étaient toujours dans un cimetière, que le récemment victorieux Lord Voldemort tenait toujours les rênes, et qu'il n'était pas certain que Hermione préférait être en vie. Harry souriait toujours lorsqu'il abaissa lentement sa baguette. Les feux d'artifice festifs qui détonnaient dans son esprit fusaient avec retenue. Il ne criait pas, ne courait pas en cercle, comme l'aurait fait le professeur Flitwick, mais ça, dit Harry à voix haute dans sa tête, ça, c'est ce que j'appelle une deuxième étape.
Intéressant, dit la voix aiguë et froide. Ton patronus utilise ta vie autant que ta magie. Je l'avais deviné, car c'est un sortilège beaucoup trop puissant pour qu'un élève en première année puisse l'alimenter avec sa seule magie. Et pourtant le puzzle est encore incomplet, car un autre sortilège alimenté par de la vie n'aurait pas fonctionné. Ta pensée joyeuse, était-ce l'image de son retour à la vie? Est-ce que c'était ça l'astuce? Lord Voldemort jouait à nouveau avec sa baguette et son regard rouge et fendu exprimait un sombre intérêt. Je crois que je me sentirai très stupide quand je comprendrai enfin ce sortilège, un jour de mon éternité. Maintenant éloigne-toi de la fille. J'ai l'intention de poursuivre le travail pour qu'elle ait le plus de chances possible de continuer à vivre. Harry fit un pas en arrière avec réticence, la tension de nouveau présente. Il faillit trébucher sur une stèle anonyme, et le Seigneur des Ténèbres continua d'avancer. Debout devant l'autel, le Seigneur des Ténèbres posa un doigt sur le front de Hermione Granger. Puis il frappa son front du même doigt et dit d'une voix si basse que Harry faillit ne pas l'entendre, Requiescus. Voldemort agita une main en direction d'un obélisque qui se mit à pivoter et finit allongé au sol, pointé vers l'extérieur. Tout à fait fascinant, siffla Voldemort. Elle est en vie et magique, mais contrairement à ce que je craignais, ce n'est pas un autre tome jeu d'Uzor. La tension montait de nouveau en Harry. Il aurait bien remis sa baguette à sa ceinture noire, mais il ne voulait pas rappeler à Voldemort qu'il l'avait toujours sur lui. Que lui faites-vous? Un autre obélisque pivota, s'allongea au sol. Il existe un ancien rituel qui transfère la nature magique d'une créature au sujet en la sacrifiant. Contrainte très forte, transfert est temporaire, seulement quelques heures. Sujet meurt parfois quand transfert prend fin, mais Pierre le rendra permanent. 4 obélisques étaient étendus au sol, à intervalles réguliers. Les 2 autres s'étaient éloignés en lévitant. Voldemort plongea la main dans sa propre bouche, récupéra quelque chose et eut un autre sifflement agacé. Il fit un geste vers la bouche d'un Quirinus Quirrell endormi, et de celle-ci s'envolèrent 2 dents presque invisibles en ce début de nuit. L'une d'elles alla sur le tas d'objets, l'autre flotta jusqu'à l'autel. Quelques instants plus tard, Harry poussa un cri et fit un bond en arrière. Immense et difforme, à la peau grumeleuse, aux jambes larges comme des troncs d'arbres, une petite tête qui rappelait une noix de coco perchée sur un rocher, un troll des montagnes se tenait entre les obélisques, immobile, comme s'il dormait debout. Que faites-vous? La bouche de Voldemort dessinait un large sourire qui le rendait horrible. On aurait cru qu'il avait trop de dents. Je vais sacrifier mon arme de secours et la fille enfant obtiendra les pouvoirs de régénération du troll. S'il n'a pas déjà été réglé par le rituel précédent, le mal de métamorphose ne résistera pas à cela. Et aucune lame, aucun sortilège de coupure ne tranchera la fille enfant, aucune maladie ne l'atteindra. Harry déglutit. Je suis très confus. Est-ce que Voldemort s'entraînait à être gentil? Cette hypothèse ne semblait pas suffire à expliquer la situation. Reste bien en arrière, dit froidement Voldemort. Ce rituel est plus noir que le précédent. Le Seigneur des Ténèbres entonna un nouveau chant. Des syllabes plus douces qui semblaient être vivantes tourbillonnaient dans les airs, et Harry, saisi d'une nouvelle poussée d'appréhension, fit un pas en arrière. Puis il cria quand la douleur rugit dans sa cicatrice. Le troll des montagnes s'effondra sur lui-même, se transforma en cendre, saisie, suspendue puis en poussière, et celle-ci sembla être emportée sans aller nulle part. Elle ne fut plus là. Quel qu'ait été le sortilège de repos que Voldemort avait lancé à Hermione Granger, il marchait. Elle dormait paisiblement. Dit Harry d'une petite voix. Ça a marché? Dit Findo. Harry s'avança en poussant un cri étranglé puis s'arrêta. À la fois parce que la stupidité de son geste lui était apparue, et parce que la coupure ouverte par le sortilège de découpe sur la jambe de Hermione s'était refermée presque aussi vite qu'elle était apparue. Au bout de quelques secondes, il ne resta plus qu'une légère tache de sang. La pierre fut à nouveau déposée sur Hermione et tourna après quelques instants. Voldemort rit une fois de plus en passant sa main au-dessus d'elle. Extraordinaire. Puis une autre petite dent flotta jusqu'au cercle d'obélisque, et un instant plus tard, une licorne se tenait là où le troll avait été, les yeux ternes, la tête baissée. Quoi? Dit Harry. Pourquoi une licorne? Capacité du sang de licorne de préserver vie se combine très bien avec le soin du troll. À compter de ce jour, fille et enfant n'aura plus à craindre que le feu d'Aemon et le sortilège de mort. Un éclat de rire serpentin. Et puis j'avais une licorne en trop, autant en faire usage. Le sang de licorne a des effets secondaires, seulement quand le pouvoir de son sang est volé par un autre. Avec sortilège, le pouvoir de la licorne viendra de l'intérieur de fille-enfant, comme si elle était née avec. Le sinistre chant et ses mots tourbillonnants reprirent. Harry regarda sans rien comprendre. Sans même vouloir comprendre. Qu'est-ce que je vois? Je vois le Seigneur des Ténèbres faire tout ce qu'il peut pour ressusciter Hermione et la garder en vie. On dirait qu'il croit que sa vie dépend de celle de Hermione Granger. Les parties perplexes de Harry cherchèrent une procédure à suivre. Sa pensée fut fais une prédiction à partir de ta meilleure hypothèse, mais cela ne le mena nulle part. Le méchant avait gagné, mais le fil narratif ne continuait pas comme il aurait dû. Une nouvelle poussée de douleur dans sa cicatrice comme un coup sur le front. La licorne oscilla, puis se désintégra comme le troll avant elle. Le Seigneur des Ténèbres posa une fois de plus la pierre sur Hermione et l'entoura de ses mains. Il observa l'invisible processus un moment, puis se retourna, laissant la pierre sur elle, et émit un fredonnement aigu. Ah oui, siffla-t-il, ce serait parfaitement adapté. As-tu toujours le journal que je t'ai donné, petit, celui du célèbre scientifique? Le cerveau de Harry ne comprit pas tout de suite de quoi Voldemort parlait. Dans la chambre de Marie, chez Marie en octobre, ce précieux cadeau venu d'un ami,
L'idée aurait dû faire monter une vague de chagrin terrible pour le professeur Quirrell, perdu ou factice, mais cette émotion avait été trop présente et son cerveau l'avait temporairement mise de côté. Oui, dit Harry, je crois que c'est dans ma bourse, je peux aller voir? Il savait que c'était dans sa bourse, il l'avait remplie de tout ce dont il pourrait jamais avoir besoin, ses possessions et d'autres achats, et de tout ce qui aurait pu être un objet de quête. La bourse en peau de moque de Harry fut extraite du tas d'objets près de l'hôtel et jetée aux pieds de Harry. Le journal de Roger Bacon, dit Harry en y plongeant sa main, et le journal apparut. Le professeur Quirrell avait dit que le journal ressortirait intact d'un incendie, alors il le jeta vers l'hôtel de Voldemort. Il y avait plus important à penser que le traitement correct des livres, même de celui-ci. Voldemort ramassa le journal et l'examina d'un air captivé. Harry, aussi doucement et discrètement que possible, attacha la bourse à l'arrière de sa ceinture, là où on ne la verrait pas, là où Harry avait mis sa baguette. Troisième étape, la bourse. Oui, siffla Voldemort en feuilletant le journal, cela conviendra très bien. La pierre se déplaça légèrement, et l'autre main du Seigneur des Ténèbres rangea la pierre dans ses robes. Quel était le but caché derrière ce journal? Dit Harry après avoir attaché la bourse à sa ceinture et placé ses mains vides là où Voldemort pouvait les voir. J'ai commencé par essayer de le traduire, mais ça n'allait pas très vite. Le travail avait en fait été épouvantablement lent, et Harry avait trouvé des choses plus importantes à faire. Le journal était exactement ce qu'il avait l'air d'être. Un cadeau pour te séduire, t'amener de mon côté. Le Voldemort fit des gestes complexes sans jamais regarder sa main, tout en tenant le journal de l'autre. L'espace d'un instant, Harry crut voir une traînée de ténèbres flotter en l'air, mais la lune était trop peu lumineuse pour qu'il puisse en être certain. Et maintenant, mon cher petit, dit la voix aiguë de Lord Voldemort, teintée d'une joie sinistre au moment où il touchait brièvement le front de Hermione Granger d'un geste nonchalant, je fais de ce journal un cadeau bien plus précieux, un témoin de la sagesse que tu m'as transmise, car je ne voudrais jamais te voir privé des conseils et de la prudence de Hermione Granger, pas tant que des étoiles demeurent. Avada Kedavra! Le rayon vert du sortilège de mort atteint sa cible avant que Harry ne puisse lancer le Patronus, avant qu'il ait la moindre chance de bouger. Quand il cria et tendit la main vers sa baguette, c'était déjà fini. Au moment de mourir, le corps inconscient de Quirinus Quirrell ne bougea même pas. La lumière verte le frappa et ce fut tout. Des ténèbres émettaient une anti-lumière semblable aux traînées que Voldemort avait créées plus tôt, et le journal de Roger Bacon s'assombrit comme si une force corruptrice s'était emparée de lui, au moment même où l'air autour de Hermione Granger se mit à trembler. La douleur dans la cicatrice de Harry s'embrasa, l'écrasa comme un fer rouge enfoncé sur son front. Les réflexes de Tom Jedusor prirent le dessus et le firent esquiver, se jeter à côté. Et Voldemort criait aussi, glapissait. Le journal était tombé par terre, il se tenait la tête, il hurlait. Chance! La dernière voix d'espoir dit cela, et Harry tenta désespérément de réfléchir, de comprendre. Tuer Voldemort n'avait pas de sens, ça n'aurait fait que l'agacer. Les armes ne pouvaient rien contre lui, tant que des centaines d'Horcruxes existaient encore. Mais il semblait toujours utile de lui enlever son corps temporairement, de prendre la pierre et Hermione et de fuir. La main droite de Harry avait déjà saisi sa baguette, sa main gauche passa dans son dos, atteint difficilement sa bourse et traça silencieusement un symbole, celui d'un mot en 8 lettres. Non, s'écria Voldemort. Il laissa tomber sa baguette, repoussa le corps de Hermione, comme ahuri. Non, non! L'objet passa de la bourse à la main de Harry et il commença à s'avancer aussi doucement que possible, cherchant à se rapprocher de Voldemort, à atteindre la distance viable indiquée par ses brèves expériences. Ma grande création, haleta Voldemort, sa voix était flûtée comme paniquée. Deux esprits différents ne peuvent pas exister dans le même monde. Il est parti, il est rompu. Un Horcrux, je dois faire un Horcrux immédiatement. Son regard tomba sur le corps endormi de Hermione et il commença à lever sa baguette, à reproduire les gestes précédents. Harry leva son pistolet et appuya 3 fois sur la détente.